c'est vrai qu'avec l'odeur, je vous, grâce à Corbin, je voulais un petit peu montrer, c'est que le biais de par le biais de nos perceptions olfactives et sensorielles, hein, en général, nous fabriquons souvent des jugements pour déterminer à qui j'ai affaire, pour déterminer l'identité de l'autre. Alors, on parlera de l'odeur plus tard, des odeurs aussi, qui est stigmatisante, mais là, par exemple, la couleur de la peau est un attribut donc sensoriel, puisque visible en termes de couleur, et elle permet de faire des théories. Joël Cando, donc mon directeur de thèse, appelle cela des théories sensorielles de l'identité. Et là, peut-être qu'on peut faire un clin d'œil à Erving Goffman, avec tout ce qu'on a vu l'autre jour sur les attributs du stigmate, euh, qui renvoient nécessairement à un stéréotype. On se rend compte, avec ces théories sensorielles de l'identité, que les attributs sont toujours sensoriels, puisqu'ils sont du domaine de la perceptibilité. Quoi qu'il en soit, nous avons, avec la perception de la couleur de la peau, par exemple, un bon exemple de l'assignation identitaire prenant appui sur des indices visuels. Joël Cando décrit les théories sensorielles de l'identité avec ce qu'il nomme l'essentialisme sensoriel. C'est-à-dire que nos perceptions sensorielles vont nous amener à généraliser ce qu'on pense de l'autre à partir des attributs que l'on perçoit. Je le cite, pour lui, l'essentialisme sensoriel est sans doute la forme d'essentialisme qui contribue le plus à la naturalisation des stéréotypes, car tout ce qui se donne à voir, à entendre, à sentir ou à toucher, bref, tout ce qui est objectivable, conforte les interactants dans l'idée que la catégorisation d'autrui à laquelle ils procèdent reflète sa véritable identité, sa vraie nature. Voilà, on a encore ici, l'idée que l'attribut est objectif, alors même qu'il est il est continuellement en variation et surtout hyper déterminé par la relation, hein, par le cadre de la relation. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir ici, c'est que les stimuli, qu'ils soient tactiles, gustatifs, visuels, auditifs ou olfactifs, vont jouer un rôle dans la manière dont nous identifions et catégorisons autrui. Alors dans ma thèse, il y a tout un chapitre sur cette, qui reprend aussi un peu cette théorie sensorielle de l'identité. Et je vais parler par exemple de ce que j'ai pu observer à Mumbai, en Inde, où il y a une très forte ségrégation communautaire par l'odeur, où la communauté donc Marathi que j'ai principalement observée et interviewée, j'ai pu constater qu'ils détestaient l'odeur de l'huile de moutarde. Alors bon, ça peut paraître un peu étrange. C'est une donnée qui m'a, moi, tout de suite interrogée, un peu titillée. Et en fait, j'ai compris que cette odeur de moutarde n'était pas acceptée par cette population parce qu'en fait, c'était une huile qui était utilisée par une autre communauté beaucoup plus pauvre, une communauté de l'Uttar Pradesh, du nord de l'Inde, et qui souvent immigre donc vers Bombay, à l'ouest, Mumbai. Mumbai et Bombay, c'est la même chose. Mais je vais dire Mumbai. Et donc, ces produits à base d'huile de moutarde, ou même l'huile de moutarde pure, utilisée souvent pour rendre la peau plus tonique, ou même pour être vigoureux, étaient complètement rejetés par la communauté du Maharashtra. On voit ici alors que l'odeur vient à la fois rejeter ce qui est différent pour affirmer son identité, son sentiment d'appartenance. L'olfaction crée particulièrement de la stigmatisation, car elle revendique, à mon sens,
toujours un sentiment territorial, une limite à ne pas franchir, alors même que l'odeur est par définition euh, une, une matière, enfin en tout cas une matière sentie qui traverse les frontières, qui traverse les frontières du corps et les frontières du monde. Mais je crois qu'on veut particulièrement arrêter l'odeur et peut-être euh, la stigmatiser en l'arrêtant comme ça, en lui donnant une place très figée, par peur d'assimiler son appartenance. On se prémunit de l'odeur de l'autre et on rejette alors sa pratique d'utilisation, de crème, de parfum, d'alimentation aussi. C'est une manière, en fait, de protéger son territoire. Plus on se sent menacé, et plus on va, je crois, plus on va rejeter l'odeur de l'étranger. On voit aussi que dans de nombreuses espèces animales, cette forme de communication chimique est mise au service de l'identification d'individus ou de groupes et induit des comportements également d'attirance, de peur ou de répulsion. Et c'est là, je crois, que l'anthropologie sensorielle est particulièrement complexe, car elle doit toujours jongler entre le physiologique, le subjectif et les enjeux socioculturels. Alors je vais continuer à vous parler peut-être de ce qui a été fait avant moi, évidemment, parce que moi j'ai qu'une toute petite contribution à l'anthropologie des odeurs, mais je vais vous parler des recherches de mon directeur de thèse, qui, lui, tient d'abord à redéfinir toujours qu'est-ce que c'est une odeur, pourquoi on utilise, quelle est la différence, par exemple, entre une odeur et un odorant. Alors, c'est important de commencer par cet exercice de définition, puisque, en fait, l'odeur est la perception d'un odorant par un individu humain ou non humain. Donc l'odeur, je m'explique, elle est toujours une interprétation par un individu unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'odeur sans interprétation. Les odorants sont des compositions objectives de molécules. Donc en fait, l'odorant est là, présent, tant qu'il n'est pas senti et interprété par un individu. À partir du moment où il y a interprétation, donc réception de l'odeur, réception de l'odorant, cette interprétation après cet événement mental, mais aussi corporel, qu'est-ce que ça fait dans le corps, et devient odeur. C'est important de préciser cela parce que dans d'autres domaines sensoriels, je pense notamment aux couleurs, ce n'est pas exactement la même chose. Les catégories de couleurs sont plus délimitées et figées. On a un spectre des couleurs, mais on n'a pas du tout le même spectre des odeurs. Même si, évidemment, on ne perçoit pas exactement la même chose quand on voit une surface rouge, on peut s'accorder et partager cette information sensorielle. La propriété des couleurs n'est pas inhérente des objets eux-mêmes, mais de leur réflexion et de l'interprétation des réflexions. C'est ce que remarque Danielle Dubois quand elle compare l'odeur à la couleur. Elle dit une odeur, c'est toujours l'odeur de quelque chose, alors que la couleur n'est pas couleur de quelque chose. On peut l'abstraire de son objet. Elle n'a pas besoin d'être attachée. Donc c'est là où ça se complique de parler d'odeur, c'est que l'odeur n'a pas de nature objective et on ne peut que l'aborder en décrivant sa qualité perçue, c'est-à-dire sa qualité interprétée subjectivement. Il n'y a pas de taxinomie des odeurs, mais plutôt les odeurs sont toujours métonymiques. Alors, ce propos est nuancé. En Occident, on voit, en tout cas dans le langage des non-experts, dans la vie quotidienne, on n'a pas de vocabulaire précis pour désigner les odeurs. Il n'y a pas de catégorie olfactive. Mais dans certains pays, comme au Sénégal par exemple, il y a une communauté
les Sierer-Endut, sûrement que je le dis très mal, et qui va distinguer par exemple 5 catégories d'odeurs dans lesquelles sont répartis des êtres vivants, des plantes et des objets. Euh, dans certaines sociétés en Amazonie, il y a aussi des odeurs qui expriment réellement les règles de la vie sociale et même des principes cosmologiques. Donc on peut catégoriser ces informations sensorielles, mais je crois que cet accès à la catégorisation euh, est cantonné au fait d'utiliser ces odeurs au quotidien et d'accomplir en fait de nombreuses actions qui fait que on a besoin d'exprimer, de catégoriser, puisque la vie quotidienne est peuplée par par ce type d'informations sensorielles. Ce qui n'est pas du tout le cas dans notre société où on va plutôt qualifier, par exemple, l'Europe en général, je généralise un peu, mais tout de même, d'environnement qu'on dit odorophobe, puisque, puisque le modèle, avec aussi ces règles d'hygiène très, très fortes, où il est question en fait de ne pas laisser les germes, tout ce qui est odorant, tout ce qui est organique, il faut absolument l'éradiquer. Donc on est plutôt dans des modèles d'acceptisation, de nettoyage. Et donc il y a peu d'empreintes olfactives dans nos environnements, dans nos espaces. C'est-à-dire qu'il y a plutôt, on peut parler de silence olfactif. Mais en même temps, il y a évidemment l'industrie, par exemple, du parfum qui se porte très bien, donc on voit bien que les gens en même temps se parfument en France et dans notre société aussi. On voit bien que l'odorat peut être souvent l'objet d'apprentissages élaborés, explicites ou implicites, qui en font un instrument de premier ordre dans de nombreux contextes professionnels. Et quand on se met à parler, à discuter d'odeur, et ben souvent le silence olfactif se substitue par un vacarme. On se donne à entendre, ou plutôt à sentir, dès que l'on abandonne les discours convenus sur la disqualification de l'odorat. En fait, c'est un domaine très très riche, mais peu abordé. Il suffit de lancer le sujet pour avoir plein de choses à dire.